toutes et à tous. Grand merci d'être aussi nombreux en cette matinée. Je voulais remercier préalablement mes collègues Yves Mesplé et Stéphane Lefour qui m'ont soutenu dans l'organisation de cette rencontre. Et bien évidemment, un grand merci à Alexa Rousseau, DAIR Conseil et fondatrice de Veille Formation, accompagnatrice et auditrice Calliope. On a une rencontre qui est sur un format d'1h30. Bon, on peut peut-être aller un peu plus loin en fonction de vos intentions et de vos attentions. Trois thèmes qui vont être abordés. Donc, bien évidemment, la veille est un enjeu extrêmement fort aujourd'hui. Le critère sur la veille se décline en 3 grands indicateurs: la veille légale et réglementaire, la veille sur l'évolution des compétences, des métiers et des emplois dans le périmètre d'activité du prestataire, donc un enjeu très fort sur les outils de veille au regard des marchés, et la veille sur l'innovation pédagogique et technologique. Important aussi de vous dire qu'il y a une prochaine rencontre qui sera organisée avec Alexa Rousseau, toujours en lien avec la certification Calliope, dont le thème est l'audit de renouvellement dans le cadre de la certification Calliope. Rencontre qui est programmée le 27 juin. Mille merci à vous, je vous souhaite une belle rencontre et je laisse la main à Stéphane. Bonjour à toutes et à tous. Alors, simplement, je vais vous informer ou vous rappeler quelques règles qui vont être respectées là pendant notre rencontre. Donc, on va laisser la parole à Madame Rousseau. Vous aurez la possibilité de poser des questions en cours d'exposé. Je vous demanderai de les poser dans la rubrique adéquate. De ne pas utiliser le chat parce que sinon on va un peu mélanger les choses. Comme vous êtes assez nombreux, on va faire en sorte, non pas de passer les questions les unes après les autres, mais on va essayer de synthétiser un certain nombre de questions auxquelles Madame Rousseau pourra répondre. S'il y a un flot trop important de questions, il faut que vous sachiez aussi qu'on va en faire un traitement après coup. Et donc, on établira une FAQ que vous pourrez retrouver, qui sera associée avec le webinaire quand il sera disponible à la vision plus tard, hein, puisque tout est enregistré. Pendant l'exposé de Madame Rousseau, on pourra être amené éventuellement à l'interrompre pour répondre à quelques questions que vous pourrez poser sur le thème sur lequel elle est en train les sujets qu'elle est en train d'évoquer au moment opportun. Donc voilà. Donc dans la mesure du possible, on essaye de respecter une certaine discipline et puis de toute façon, on aura un temps en fin d'exposé pour passer toutes les questions que vous auriez envie de lui adresser directement. Donc, je vous laisse la parole, Madame Rousseau. Oui, alors bonjour à toutes et à tous. Je suis ravie d'être parmi vous ce matin pour parler d'un sujet qui me tient à cœur, à savoir effectivement la veille. J'aimerais à la fin de ce webinaire vous avoir convaincu du fait que la veille n'est pas simplement une exigence que Calliope a mise en œuvre, mais bien au-delà, quelque chose qui est vraiment utile pour votre organisme. Vous savez, moi j'ai une vision toujours très positive des choses dans la vie en général, mais au niveau de cette certification en particulier. Et j'essaye, quand j'interviens, quand on a la gentillesse de m'inviter en webinaire, de vous faire toucher du doigt, finalement, les avantages que vous pouvez retirer de ces obligations réglementaires qui, je le sais, pour être auditrice et accompagnatrice Calliope, vous semblent toujours très pesantes. Bon, la veille, finalement, vous allez le voir, j'espère, au travers de cette intervention, elle sert avant tout à rester en prise avec son environnement et on va voir comment on peut adresser cette veille de façon à ce qu'elle vous soit parfaitement utile. Ce qu'on voudrait faire avant d'entamer vraiment le webinaire, c'est mieux vous connaître. Et pour cela, on a prévu un petit sondage. Donc, la première question serait de savoir un petit peu quel est votre environnement. Est-ce que vous êtes organisme de formation, centre de bilan de compétences, accompagnateur ou accompagnatrice VAE, centre de formation d'apprentis, accompagnateur ou accompagnatrice Calliope,
Donc, collègues, bonjour. Auditrice Calliope ou auditeur Calliope, de la même manière. Organisme certificateur, financeur ou autre. Donc, n'hésitez pas à répondre à ce sondage dans la partie sondage que vous voyez en bas. La question suivante sera de savoir quel type de veille vous réalisez, du moins celle dont vous pourriez être en charge au sein de votre organisation. Donc, est-ce que vous êtes sur le champ légal et réglementaire de la formation professionnelle, les évolutions des métiers de nos secteurs d'intervention, les innovations pédagogiques et technologiques, le handicap et sa compensation, les appels d'offres de formation, tout cela à la fois, ou je ne réalise pas de veille, et là, on a un petit souci. Mais voilà, donc on voudrait savoir un petit peu comment se répartissent les choses. De la même manière, vous avez quelques secondes pour y répondre. Et Yves, en fin du sondage, vous afficherez les réponses? Oui. Oui, super. Elle ne s'affiche pas automatiquement? Je ne sais pas. C'est vous le spécialiste? Normalement, dans la zone sondage, je pense que tout le monde les voit, les réponses au fur et à mesure. Voilà la progression de chacune des questions. Okay. Vous cliquez sur le petit œil qui permet d'afficher les résultats des votes. Parfait. Ouais. Il n'y a pas un affichage direct. Donc, on a une très grosse majorité d'organismes de formation par rapport à la première question, oui. Ce qui n'est pas du tout étonnant. OK, donc la partie sur la répartition de la veille. Donc là, on est à 102 votes. Oui, donc là aussi, c'est assez homogène. Et la dernière question, c'est effectivement savoir quelles seraient les difficultés que vous rencontrez par rapport à la veille en général. Est-ce que c'est effectivement la réalisation même de cette veille, la collecte et la conservation des contenus de veille, le partage et la diffusion de la veille, l'exploitation de la veille et sa démonstration le jour de l'audit, ou aucune difficulté, et ce serait parfait. Là, effectivement, pour l'instant, la grosse majorité, et je n'en suis pas du tout étonnée, c'est l'exploitation de la veille et sa démonstration le jour de l'audit. Mais rassurez-vous, c'est un petit peu le focus qu'on a prévu aussi, parce que c'est vraiment la partie qui est la moins bien comprise et qui donne lieu à des non-conformités le jour de l'audit, en effet. OK. Donc là, c'est pareil, 40% sur l'exploitation, c'est nettement là-dessus qu'on va se concentrer. Bon, bah écoutez, merci d'avoir répondu à ce sondage. On va pouvoir rentrer dans le vif du sujet. Alors, quels seraient les enjeux de la veille? Comme je vous le disais, la veille, elle sert avant tout à rester en prise avec son environnement et à anticiper ces changements, à prendre des décisions éclairées. Finalement, nous sommes tous veilleurs en permanence, même sans y penser. Lorsque nous parcourons le fil d'actualité de LinkedIn, par exemple, ou lorsque nous assistons à une conférence ou à un webinaire tel que celui de ce matin, nous sommes en veille. On va chercher à collecter des informations qui nous sont ou qui nous seront utiles. Et c'est important pour notre développement, bien sûr en tant qu'individu. On l'oublie peut-être trop souvent aujourd'hui dans notre société qui va vite, mais on a besoin de ces choses qui nous font grandir en tant qu'individu. Et on a besoin aussi d'entretenir nos connaissances, nos compétences et de développer notre entreprise. Et la veille sert aussi à développer notre entreprise. Parce que finalement, réaliser une veille, c'est aussi nécessaire et incontournable pour piloter notre organisation que n'importe quel autre acte de gestion courante de notre entreprise. On peut se demander quel chef d'entreprise manquerait à ses obligations comptables ou au suivi de sa trésorerie, sachant que cette absence de vigilance l'exposerait à des risques majeurs et que sans ces indicateurs de gestion, il pourrait prendre des décisions déconnectées de sa réalité. Donc, évidemment, aucun ne prendrait ce risque. Eh bien, pour la veille, c'est un petit peu la même chose. Nous l'avons vécu et on l'a expérimenté dans la douleur parfois durant la crise sanitaire, notamment lors du premier confinement. Les entreprises qui ont su s'adapter avec le plus d'agilité étaient celles qui avaient déjà réfléchi et interrogé leurs pratiques sociales et professionnelles en amont de cette crise. Donc, on n'attend pas effectivement d'être confronté à un problème pour l'adresser. Cette veille, elle sert à anticiper tout ça. Et l'univers de la formation est finalement un reflet naturel de ce monde en pleine mutation. On le sait, d'ici 10 ans,
50% des emplois seront profondément transformés. En tout cas, c'est ce qu'on nous annonce. Est-ce que ce chiffre est pessimiste ou optimiste? L'avenir nous le dira. Mais en tout cas, certaines études soulignent que 85% des métiers à l'horizon de 2030 n'existeraient pas encore. Alors, à quoi sert la veille concrètement? On le voit sur cette diapositive. Elle va vous permettre, bien sûr, de respecter vos obligations légales et réglementaires. Et dans l'univers de la formation, elles sont nombreuses. D'anticiper les besoins et évolutions de votre marché, puisque votre marché n'est pas exactement le même que celui de tous les autres acteurs de la formation. Vous adressez des thématiques qui vous sont propres. Et donc, au-delà de la veille légale et réglementaire, les besoins et évolutions de votre marché dépendent de vos secteurs de formation ou d'accompagnement. Maîtrisez vos secteurs d'intervention donc pour proposer des prestations de qualité et donc satisfaire vos clients. Et bien sûr, optimisez votre offre et vous démarquer de vos concurrents, puisque un organisme de formation, un acteur de la formation est une entreprise comme une autre et elle a besoin effectivement de rester en prise avec son environnement et concurrentiel. Alors, par rapport à ça, effectivement, Calliope a émis des exigences et a logiquement introduit pour les acteurs de la formation des exigences qui se rapprochent de ce qu'on vient de se dire. C'est en cela où je trouve que Calliope n'est pas du tout déconnecté de la réalité, même si le travail de veille peut vous paraître conséquent, finalement, il reste dans une forme de logique. Calliope demande aux prestataires de formation de réaliser une veille sur des sujets qui sont majeurs et d'en exploiter les enseignements, c'est-à-dire de démontrer le lien entre les informations collectées et les décisions prises par l'organisme. Je sais que cela peut paraître extrêmement contraignant, mais quand on y réfléchit, est-ce que ce n'est pas la seule manière pour l'entreprise formation de connaître son marché, d'initier ses transformations et de faire évoluer sa stratégie et ses usages au quotidien? On le voit sur ce schéma, en tout cas j'ai voulu montrer cela. Calliope, ce n'est pas une liste d'indicateurs qui seraient décorrélés les uns des autres. Et ça, c'est important de le comprendre. Dès que j'interviens sur Calliope, j'ai à cœur de le démontrer parce que quand on rencontre les personnes, soit en accompagnement, soit en audit, elles nous disent oui, bon, ben, il y a des indicateurs qui reviennent finalement, qui seraient un petit peu identiques à d'autres et on ne comprend pas pourquoi on nous pose plusieurs fois la question. Eh bien, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que les critères associés aux indicateurs vous indiquent à quel moment du cycle de formation vous êtes. Donc, on le voit sur le schéma, le critère 1 parle de l'information que vous allez délivrer à vos publics, qu'ils soient vos prospects, vos précédents clients, mais aussi effectivement les financeurs, toute personne qui serait intéressée par vos prestations. Ce critère 1 est là pour les informer. Le critère 2 s'adresse à la conception de la formation. Le critère 3, une fois qu'on a conçu cette formation, on la réalise, on la met en œuvre. Donc finalement, les indicateurs du critère 2 et du critère 3 ne parlent pas de la même chose. En amont, on a prévu. Dans le critère 3, on réalise et parfois, il peut y avoir des décalages entre cette conception et cette réalisation. Dans le critère 4, on vous parle des moyens humains, environnementaux et techniques que vous dédiez à vos actions de formation. Là encore, il peut y avoir effectivement des surprises si on n'a pas anticipé certaines choses. Le critère 5 parle des compétences de vos intervenants. Les intervenants, on peut le rappeler ici, c'est important, ce ne sont pas que vos formateurs. Les intervenants, ce sont toutes les personnes qui interviennent dans le cadre de l'action. Donc, ça peut être vos équipes commerciales, vos équipes administratives, votre référent handicap, bien sûr la direction, toutes les personnes qui vont, de près ou de loin, avoir une action sur votre offre de formation. Le critère 6, dans lequel s'inscrit la veille, c'est l'environnement. Et effectivement, cet environnement, le surveiller, le regarder, va vous permettre finalement d'avoir une action sur l'ensemble des autres critères. Donc, au travers de l'exploitation de la veille, et on va voir que cette exploitation, elle est vraiment essentielle, vous allez pouvoir interagir sur tous les autres critères et boucler la boucle avec le critère 7 qui parle d'amélioration continue et qui donc
en interrogeant finalement vos différentes parties prenantes, va lui aussi vous permettre de réinterroger vos pratiques et donc d'être la meilleure version de votre organisme de façon continue. Donc la veille et cette amélioration continue qui sont au cœur de Calliope, finalement, elles vous permettront, en les regardant positivement, d'avoir ce que toute entreprise devrait avoir en tête, cette idée d'être toujours la meilleure version d'elle-même. Et ça, j'insiste beaucoup là-dessus, parce que quand on le voit comme ça, c'est un petit peu plus facile finalement de rentrer dans ces exigences et de s'y investir. On va explorer le détail des thématiques que Calliope vous demande de surveiller. Donc, on a, au titre de l'indicateur 23, le champ légal et réglementaire de la formation professionnelle. Au-delà de s'assurer de la conformité administrative qui est essentielle à la prise en charge des dossiers de formation, connaître cet environnement légal et réglementaire de la formation va vous permettre aussi de comprendre finalement les enjeux économiques, budgétaires et sociétaux que l'État et ses partenaires choisissent de prioriser et les réformes qu'ils souhaitent porter. Cela vous permet de prendre des décisions finalement plus éclairées sur les marchés que vous allez adresser ou sur les financements que vous allez viser. Et on le sait très bien, le financement, et c'est d'ailleurs pour ça que vous allez chercher Calliope, le financement, c'est quand même le nerf de la guerre. Donc, comprendre cet environnement légal et réglementaire, c'est comprendre et anticiper les évolutions du marché aussi. Et donc, savoir si vous continuez, par exemple, à adresser le marché CPF ou pas, en fonction des nouvelles exigences qui sont émises. Est-ce que vous allez chercher une certification professionnelle ou pas? Est-ce que vous allez proposer la VAE nouvelle formule ou pas? Voilà. Donc, ce sont des questions qui, grâce à cette veille légale et réglementaire, vont se poser au sein de votre organisme et auxquelles vous allez pouvoir répondre, encore une fois, de façon éclairée. L'indicateur 24 parle des évolutions des métiers, compétences et emplois de vos secteurs d'intervention. Ici, on va s'informer sur ce qui fait finalement le présent et l'avenir de vos clients, leurs besoins en compétences. Connaître cette évolution, l'évolution de leur contexte, de leurs usages, de leurs attentes, va vous permettre de rester pertinent et compétitif dans vos propositions. Et bien sûr, cette veille métier, elle est également essentielle pour continuer à proposer des contenus de formation à jour, notamment lorsqu'on forme sur des sujets soumis à des évolutions réglementaires, normatives ou jurisprudentielles, comme par exemple le droit social, le RGPD, mais aussi le BTP, la transition écologique et plein d'autres. On est en France, on est un pays très normatif. Et donc, dans cette veille sur les évolutions des métiers, emplois et compétences, vous allez retrouver tout cet environnement de vos secteurs de formation. On fait souvent la confusion, les clients font souvent la confusion entre la veille légale et la veille métier sur cet aspect-là. La veille légale au nom de Calliope, dans les exigences de Calliope, concerne uniquement le champ de la formation professionnelle. La veille sur les métiers, c'est là où vous allez retrouver les évolutions réglementaires et juridiques de vos métiers, des secteurs d'intervention que vous adressez. Donc, ce n'est pas grave en soi d'avoir cette confusion et le jour de l'audit de mettre une partie de veille métier dans la partie légale et réglementaire. Tant que vous faites cette veille, on ne va pas vous le reprocher, mais c'est important que vous compreniez la différence. Et on est là pour ça ce matin, que vous puissiez effectivement bien tout comprendre et poser vos questions si nécessaire. Sur l'indicateur 25, on va être sur la veille sur les innovations pédagogiques et technologiques. Et même si l'innovation pédagogique et technologique n'est pas en soi l'alpha et l'oméga d'une formation de qualité, on voit mal comment on pourrait aujourd'hui passer à côté de cette veille-là et comment on ne pas s'enrichir finalement des nouvelles expériences d'apprentissage ou profiter des avancées numériques, parce que ça va vous permettre de réinterroger et d'améliorer vos process. Alors l'idée, ce n'est pas forcément d'aller vers de la réalité virtuelle ou de se doter d'outils d'intelligence artificielle si c'est vraiment trop éloigné de vos pratiques. L'idée, c'est de se tenir informé, parce que ça, malgré tout, ça fera l'avenir de la formation professionnelle. Donc, c'est important de savoir
comment les choses évoluent. Et ensuite, vous allez pouvoir, parmi tout ça, adopter de nouveaux outils ou de nouvelles méthodes, mais en tout cas celles qui vous correspondent. On y reviendra. Quand vous choisissez d'exploiter un contenu de veille, la première question à se poser, c'est est-ce que c'est vraiment utile pour moi? Est-ce que je vais pouvoir réellement le mettre en place ou est-ce que ça sort vraiment, c'est trop éloigné de mon quotidien? On ne vous poussera jamais à prendre, des nouveaux usages qui seraient finalement complètement décorrélés de votre réalité. Et dans cette veille sur les innovations pédagogiques et technologiques, il y a aussi pléthore de petites choses à mettre en œuvre qui sont très simples et qui ne nécessitent pas un investissement financier important ou une réorganisation totale de vos animations pédagogiques. On en reparlera tout à l'heure dans le détail. L'indicateur 26 ne parle pas réellement de veille sur le handicap. La veille sur le handicap, elle est évoquée au niveau de l'indicateur 23. Mais en tout cas, grâce à cette veille sur le handicap et sur ses compensations, vous allez pouvoir enrichir votre indicateur 26. Quand on parle de veille sur le handicap, elle nous concerne tous parce qu'elle est beaucoup plus large et variée que ce qu'on peut croire. Ça ne se limite pas du tout à proposer, par exemple, une salle de formation accessible aux personnes à mobilité réduite. Le handicap, ce n'est pas que les personnes à mobilité réduite, c'est un champ beaucoup plus large. On parle effectivement, dans ce cadre-là, des troubles 10, des maladies invalidantes, des handicaps qui soient visibles ou invisibles, et il y en a beaucoup. Donc, l'idée, c'est de connaître effectivement les partenaires que vous pouvez solliciter, mais aussi de vous enrichir de ressources et de dispositifs que vous pourriez éventuellement mettre en œuvre si le cas se présente. Là encore, l'idée n'est pas de tout anticiper ou d'accueillir tous les publics si ce n'est pas du tout possible pour vous, parce que évidemment, selon ce que vous adressez comme formation, il y a des besoins notamment effectivement moteurs. Donc l'idée, ce n'est pas de vous demander d'accueillir tous les types de handicap, mais de vous interroger sur ce qu'il est possible de faire. Par exemple, faciliter la lecture de vos supports de formation, parce que finalement, des personnes atteintes de troubles 10, on en a toujours. Elles se signalent ou elles ne se signalent pas. Mais en tout cas, l'idée, c'est d'en avoir conscience pour effectivement avoir peut-être sous la main des supports faciles à lire, avec une police de caractère adaptée. Ça, ce n'est pas un gros effort et au moins, on peut se tenir au courant des polices qui sont adaptées à ce type de personnes. On peut aussi proposer des versions sous-titrées de modules en ligne, si effectivement on fait de la formation à distance, ou des temps de pause plus fréquents, et ça c'est très facile à anticiper, pour les personnes qui auraient besoin effectivement d'avoir des moments de repos plus fréquents. Je ne vais pas plus loin, parce que je ne suis pas spécialiste de ce sujet-là. En tout cas, il y a pléthore de ressources que vous pouvez trouver. L'AGFIP a fait beaucoup d'efforts pour mettre ces ressources à disposition. Et dans notre région, notamment, le centre de formation ressources handicap de Nouvelle-Aquitaine est très bien fait. On pourra vous faire passer le lien vers leur site. Vous y trouverez la liste des partenaires handicap régionaux de façon très détaillée, par type de handicap. Et puis, beaucoup de ressources à télécharger. Voilà. Donc, on voit que la vocation de la veille Calliope, elle s'étend bien au-delà de l'exigence réglementaire et elle s'adresse finalement à tous ceux qui ont compris que la veille est un formidable outil de performance. Parce que oui, c'est bien de ça dont il s'agit. Et malheureusement, ceux qui pêchent dans le cadre des audits, on en parlait tout à l'heure et qui occasionnent de nombreuses non-conformités, c'est l'exploitation concrète de cette veille. Or, c'est bien là tout l'intérêt de la réaliser. L'exploitation va vous permettre de mettre en œuvre les enseignements que vous avez tirés de la veille pour améliorer vos prestations et pour être en mesure de présenter finalement des preuves d'exploitation lors de l'audit, il va vous falloir tracer les informations collectées, noter leurs sources, leurs dates et faire le lien avec l'action que vous allez mener en conséquence. Prenons un exemple. Si une nouvelle réglementation est publiée, bien, cela doit être enregistré et pris en compte dans les processus administratifs. Si une information pertinente est collectée sur un champ d'expertise
spécifique, donc à votre secteur d'intervention, elle va être utilisée pour mettre à jour des supports de cours ou ajouter un nouveau programme de formation. Il est donc important pour vous de trouver finalement votre méthode et de la suivre, votre méthode de veille, qu'elle soit efficace et surtout réaliste. Et j'insiste là-dessus, et on va le voir sur la partie qu'on va adresser maintenant, sur l'organisation de votre veille. Restez dans quelque chose qui soit réaliste, parce que ce qu'on vous demande, ce n'est pas de courir un sprint, c'est d'être des coureurs de fond, et donc de continuer à faire cette veille de façon régulière. Mieux vaut avoir une veille un petit peu plus restreinte, plutôt que d'aller adresser des centaines de sources. Mieux vaut avoir une veille plus restreinte mais régulière qui va vous permettre de prendre des décisions de façon aussi régulière et de donc avoir cette finalement gymnastique, ce réflexe de veille au quotidien. Donc on va passer ensemble à la seconde partie pour justement vous indiquer comment organiser votre veille et en démontrer l'exploitation. Jusque-là, on n'a pas beaucoup de questions, je crois, donc je poursuis. Stéphane, Pascal, vous avez des questions de votre côté à me poser ou tout était clair pour le moment? Pas pour l'instant, on n'a pas encore eu de sollicitations. Alors, je poursuis. Plusieurs questions vont légitimement se poser finalement lorsque vous abordez le sujet de l'organisation de votre veille. Est-ce que j'ai le temps? De toute façon, il va falloir le trouver. Mais quel temps, en tout cas, ou quelles ressources je vais pouvoir consacrer à la réalisation de cette veille? C'est la première question à se poser. Comment est-ce que je vais aller glaner des contenus de qualité? Sur quelles sources? Sur quel sujet? Sur quel support? Et comment est-ce que je vais agréger et conserver ces contenus de veille en un même espace pour m'y retrouver? Comment je vais pouvoir aussi animer mes équipes pour qu'elles collaborent autour de la réalisation de cette veille? Et enfin, comment je vais en faciliter l'utilisation stratégique et la diffusion? Alors, la première chose à faire, c'est donc de bien calibrer cette veille en amont et tout d'abord de faire un point sur les ressources qui sont disponibles en interne. J'entends par là le temps que vous allez pouvoir y consacrer de façon réaliste. À quelle fréquence vous allez faire cette veille? Est-ce que vous avez le soutien d'une équipe pour ça? Est-ce que vous disposez d'ores et déjà d'outils pour vous faciliter cette veille? Une fois que ces ressources, elles sont identifiées et en fonction d'elles, vous allez lister vos thématiques de veille. Donc bien sûr, elles sont associées à celles de Calliope. Mais on va aller plus loin et se dire, OK, dans le champ légal et réglementaire par exemple, est-ce que j'ai besoin de surveiller l'évolution du CPF? Finalement, si je n'adresse pas ce marché-là, pas nécessairement. Est-ce que je vais avoir besoin de surveiller les certifications professionnelles si aujourd'hui mon souhait n'est pas d'en déposer une ou si j'en ai pas une d'ores et déjà sur laquelle je suis habilitée? Pas nécessairement. Donc, on se concentre vraiment sur ce qui est essentiel pour nous. Calliope ne vous demande pas de faire une veille au sens très large et d'être au courant de tout si ça ne vous concerne pas. Non. Ce qu'on souhaite, c'est que vous soyez en revanche très bien informé sur les thématiques qui font votre quotidien. Donc, bien sûr, dans les mots-clés que vous allez adresser, bien, forcément, il y aura celui de Calliope. Et puis ensuite, il y aura d'autres mots-clés que vous allez déterminer et qui vont être en fonction donc de ce que vous adressez au niveau offre de formation, de vos secteurs de formation ou d'intervention, de vos souhaits, c'est-à-dire est-ce qu'aujourd'hui je fais de la formation à distance, auquel cas je vais aller effectivement surveiller cet environnement, ou est-ce que je m'y intéresse aussi, parce que dans mes projets de développement, il y a cette partie-là. Donc là, je vais commencer à surveiller mes mots-clés. Donc, l'idée, c'est de définir mes objectifs et d'identifier les mots-clés qui me correspondent de façon très précise. Si vous avez une équipe, ensuite, vous allez pouvoir répartir ces thématiques de veille et ces mots-clés en fonction de qui est en charge de quelle veille. Voilà. Donc, pour cela, alors je vois qu'il y a une question sur
les outils qui permettraient de faire cela. On va le voir par la suite. Donc, je garde votre question en tête et on va y revenir. Donc, par rapport à ça, ce premier travail, il va être essentiel pour ne pas dériver. On va ensuite définir ses sources en fonction de ces mots-clés, bien sûr. Il y a des sources qui vont vous permettre de répondre à vos attendus de veille, à vos objectifs de veille. Et ces sources, elles peuvent être très variées. Ça peut être effectivement des sites internet, des newsletters, des conférences ou des webinaires, comme celui de ce matin. D'ailleurs, n'hésitez pas à tracer ce webinaire dans votre veille légale et réglementaire, par exemple. Si vous avez tiré des enseignements de ce webinaire, vous les mettrez en exploitation, on y reviendra. Mais voilà, l'idée, c'est que à chaque fois qu'une source vous est pertinente, vous puissiez en tracer le titre, la date, la source réelle, garder la preuve du suivi de ce webinaire. Donc, vous avez votre convocation que vous avez reçue par mail et puis vous aurez le support de ce webinaire à la fin. Tout ça, ça va être important de le conserver. Ça peut être aussi une veille que vous faites grâce à des podcasts. Ça peut être une veille que vous faites grâce à des vidéos. Le choix vous appartient. Ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est le temps que vous pouvez consacrer à votre veille. Donc, si effectivement ce n'est pas dans vos habitudes de suivre des podcasts ou des vidéos, ne le faites pas. Si en revanche c'est quelque chose que vous pouvez intégrer à votre quotidien, ce sont des sources assez précieuses et qui vont vous donner des perspectives un petit peu différentes de ce qu'on peut avoir dans certains articles qui seraient peut-être un peu plus conventionnels. Mais encore une fois, avoir un panel trop large et recevoir trop d'informations, ça peut vite être anxiogène et s'avérer contre-productif. Donc, ce n'est pas le but. Je vais vous donner quelques exemples de sources fiables, parce que ça aussi, c'est important. On oublie que au-delà de l'identification de la source, il faut quand même s'assurer et croiser un petit peu les informations pour s'assurer que la source est fiable. Donc, pour la veille légale et réglementaire, bien sûr, la première source fiable, c'est le ministère du Travail, puisque c'est lui qui, finalement, est en charge de la formation professionnelle et qui va vous indiquer les règles à suivre. L'adresse de votre région. Centre Info, sur sa partie gratuite, propose des contenus donc en accès libre et vous pouvez vous abonner à des newsletters de Centre Info sans avoir effectivement à payer un abonnement là-dessus. Bien sûr, je tiens à saluer l'énorme travail de veille que réalise Cap Métier. Là aussi, vous pouvez vous abonner à la newsletter. Il y a un énorme travail de fait sur la veille, notamment légale et réglementaire, mais pas que. Au niveau régional, c'est aussi très important de s'abonner à Cap Métier. Les OPCO, bien sûr, sont une excellente source pour connaître à minima les critères de financement de ces financeurs. Mais ils vont aussi au-delà de ça aujourd'hui et nombre d'entre eux font des guides assez intéressants sur l'apprentissage, notamment le tutorat, etc., etc. Donc, n'hésitez pas à aller regarder ce qu'ils proposent sur leur site. Si vous êtes concerné par le CPF ou les certifications professionnelles, eh bien, forcément, on va suivre France Compétences et la Caisse des dépôts. Et ensuite, ceux qui sont sur LinkedIn, vous pouvez aussi suivre des consultants de qualité. Alors, je vais en citer quelques-uns, par exemple, Michel Beaujard qui, sur sa chaîne CFS+, fait souvent des webinaires en invitant la DGEFP et d'autres intervenants de grande qualité. Donc, il ne faut pas hésiter à s'abonner à sa chaîne YouTube. Mais il y en a d'autres. Il y a Bénédicte Vincent, il y a Sarah Crous, il y a Elodie Cavigioli. Bon, il y a beaucoup de consultants qui disent des choses de grande qualité. Donc, sur LinkedIn, vous allez en trouver. Pour surveiller l'évolution des métiers, compétences et emploi, eh bien, Pôle emploi, bien sûr, est une source évidente. Il y a aussi les études du CEREC ou de la DARES. Alors, c'est un petit peu peut-être plus long à lire, mais vous allez y trouver des informations chiffrées et donc objectives sur les différents secteurs. Et bien sûr,
via les observatoires de branches. Donc, selon là où les branches professionnelles que vous adressez au travers de vos secteurs de formation, n'hésitez pas à aller régulièrement sur leur site parce qu'ils publient des études qui vont vous aider à bien comprendre où va votre marché. Vous pouvez aussi vous appuyer sur les organisations professionnelles auxquelles vous appartenez, bien sûr aussi les salons ou les conférences auxquelles vous assistez. Pour la veille sur les innovations pédagogiques et technologiques, tout va dépendre de vos objectifs de veille, encore une fois, mais on va pouvoir citer comme source fiable Ccampus, Sidologie, le grand travail aussi de Fidèle Navamuel qui a deux sites importants qui sont les outils TIS, TIS ça s'écrit T-I-C-E, et les outils IA pour ceux qui s'intéressent à l'IA. Il y a aussi les études et les articles de nos cousins québécois que l'on surveille avec mes équipes et qui sont très intéressants parce qu'ils sont beaucoup moins frileux que nous finalement à tester des nouvelles choses sur les innovations pédagogiques et technologiques. Donc, il ne faut pas hésiter aussi à aller voir ce que fait l'Université de Laval ou l'UQAM, c'est-à-dire l'Université de Québec. Vous pouvez vous abonner aussi à ce que fait le FFFOD si vous faites de la formation à distance. Il publie des études régulièrement sur les meilleurs outils LMS, par exemple. Sur LinkedIn, encore une fois, n'hésitez pas à aller vous abonner au compte de Gérald Thiraud qui fait un travail de veille exceptionnel sur la veille pédagogique et technologique. Si vous vous intéressez à comment on fait une évaluation de la formation, abonnez-vous au compte de Jonathan Potier. Et puis, sans faire de pub, vous pouvez vous abonner à notre compte LinkedIn Veille Formation, puisque toutes les semaines, nous partageons à minima 2 contenus de veille pour tous les sujets. Donc, voilà, vous pouvez nous suivre très facilement et c'est gratuit là-dessus. Je vois qu'il y a des questions, oui. Juste un complément par rapport à la veille sur les innovations pédagogique. Oui. Il y a aussi un site, c'est la FEN A2FEN, oui, qui est présidé par Stéphane Diebold. Oui, c'est un site qui est extrêmement intéressant, extrêmement novateur, et vous avez fait référence à l'IA. Nous organisons aussi une conférence sur l'intelligence artificielle le 26 septembre 2024, où on aura comme animateur, comme conférencier Jean-Michel Cornu et Stéphane Diebold, et on aura le témoignage d'un organisme de formation avec une volonté de Capmetché, c'est vraiment d'aborder l'IA dans le champ de la formation et quelles sont les plus-values qui sont amenées au parcours des apprenants, quels que soient les niveaux des apprenants. Mm-hmm. Alors, je vois… On a aussi quelques demandes de précision. Oui, j'étais en train de regarder ça. Donc, la liste des consultants… Oui. Alors, pardon, je les prenais du haut vers le bas, mais bon, pour la liste des consultants, aucun souci, on fera passer ça pour la bonne orthographe, je comprends très bien. Donc, vous inquiétez pas, on vous le fera passer. Oui, les personnes citées, je ferai passer leur nom et leur contact sur LinkedIn notamment. Pour les podcasts, quelle est la preuve qu'on peut apporter? Eh bien, vous conservez le lien vers le podcast, tout simplement. Et ensuite, la preuve, elle va se faire de la façon dont vous l'avez exploité finalement. Dans ce podcast, j'ai trouvé telle information qui va être intéressante et je l'ai mise en œuvre de telle façon. Bien sûr que l'auditeur ne va pas vous demander, comment dire, une autre preuve que le lien vers le podcast et ce que vous en avez fait. Il n'y a pas effectivement d'inscription à un podcast, on peut le lire à tout moment. Mais si déjà vous avez le lien vers ce podcast et la référence précise, c'est OK comme preuve. Est-ce que je peux préciser ce que j'entends par tracé? Vous inquiétez pas, on va y venir longuement. Est-ce qu'il y a un format spécifique? En tout cas, sans avoir de format spécifique, il y a un format qui est recommandé et on va en parler par la suite. Et les outils, de la même manière, je vais y revenir. Je n'oublie pas vos questions. Alors, justement, par rapport à certains outils déjà. Pardon Alexa, oui. je vous coupe. Juste une question qui était passée aussi dans le chat. Oui. Une personne qui demande, pareil, qui voudrait le lien dont vous avez parlé tout à l'heure au sujet du handicap. Oui, vous inquiétez pas, tout ça, ce sera dans les notes que nous mettrons à disposition avec le support. Voilà.
Je m'y engage et de toute façon, sur le support, vous aurez mon contact LinkedIn. Donc, si j'ai oublié quelque chose, vous n'hésiterez pas à venir me le demander. Je resterai joignable. Sur la partie collecte des contenus, pour vous aider, il y a voilà, une petite liste là d'outils, pour la plupart avec une version gratuite, qui vont vous permettre de faire ce qu'on appelle de la curation de contenu. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire en saisissant dans ces outils vos mots-clés ou les sources que vous voulez surveiller, ils vont vous remonter tous les contenus qui ont ces mots-clés-là ou tous les contenus des sources correspondantes. Donc, ça fait effectivement quand même pas mal de choses à digérer. D'où l'histoire de cette régularité. La régularité va s'avérer vraiment un atout parce que si vous devez réaliser une veille qui remonte sur l'intégralité de la période entre votre dernier audit et votre audit qui arrive, le travail va être assez colossal et vous allez risquer de passer à côté d'informations qui sont cruciales, notamment sur la partie légale et réglementaire. On ne peut pas attendre des mois pour savoir qu'on a une version qu'on a eu une version 8 et maintenant une version 9 du guide de lecture de Calliope. C'est important de le savoir tout de suite parce que ce retard va pouvoir entraîner des conséquences parfois assez lourdes sur vos process. Donc, on peut s'appuyer sur ces outils de curation de contenu et ensuite, on va devoir bien sûr procéder à un tri. Encore une fois, il ne s'agit pas de tout garder, vous devez faire ce tri et garder ce qui vous correspond. Donc, après la collecte, on va analyser, organiser et tenir à jour. Donc, les outils vont vous remonter tous les contenus qui présentent vos mots-clés ou vos sources. Et vous avez un arbitrage à faire afin de ne conserver que ce qui vous concerne. Puis, pour cette conservation, rassembler tous les contenus que vous avez sélectionnés plutôt au même endroit. Alors, je vais faire un stop là-dessus. L'idée, c'est de retrouver les contenus qui vous ont intéressé facilement et de pouvoir les partager avec votre équipe si vous en avez une. Donc là, ce qu'on constate souvent en audit, c'est qu'on a des newsletters dans les boîtes mail, des contenus sur des drives, d'autres sur des Teams, d'autres qu'on a notés dans des tableaux, mais on n'a pas forcément gardé le lien. Bon, c'est compliqué d'avoir cette multiplicité de supports. Donc là, le conseil que je pourrais vous donner, c'est de trouver votre support. Alors, ça peut être effectivement un tableau, ça peut être un Padlet, ça peut être un drive avec un dossier, ça peut être ce que vous voulez. En revanche, astreignez-vous à classer au même endroit les contenus de veille que vous souhaitez exploiter et ceux que vous souhaitez garder parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas d'exploitation en face, mais ça vous intéresse pour la suite. Vraiment, c'est important de centraliser au même endroit parce que sinon, ça va être un travail un petit peu inutile finalement. Vous ne savez plus où c'est. Ah oui, j'ai vu passer ça, mais je ne sais plus. Souvent, les personnes me disent « Ah, je suis abonnée à tel newsletter, il y a tout ça, il y a tout ça. » Oui, mais concrètement, quelle information vous en avez tirée? Et surtout, concrètement, comment vous l'avez exploité? Et c'est là où on va faire un vrai stop sur la partie exploitation parce que c'est cette partie qui n'est pas comprise par les organismes. Pour la plupart, tout le monde réalise une veille. Parce qu'encore une fois, dès que vous ouvrez votre fil d'actualité LinkedIn, vous réalisez une veille. Oui, mais ce qu'on va vous demander, c'est de montrer, et donc on en revient à votre question sur la traçabilité, on va vous demander de tracer cette veille. Et pourquoi on vous le demande? Pas simplement parce que l'auditeur a besoin de preuves, mais surtout parce qu'on se rend compte que s'il n'y a pas cette traçabilité, s'il n'y a pas ce partage de contenu, la réflexion sur ce qu'on en fait, elle n'est pas là. Et donc, ça perd tout son sens. Là, oui, c'est une perte de temps, la veille. Si effectivement, on agrège, mais on ne prend aucune décision par rapport à ça, c'est inutile. Donc, l'exploitation, elle est essentielle parce que c'est ça qui va vous permettre de faire évoluer vos stratégies en fonction des informations que vous avez collectées,
de modifier, d'adapter, d'améliorer vos contenus et vos process. Et donc, on en revient à cette amélioration continue qui est vraiment le cœur de Calliope. Et c'est aussi ce qui va vous permettre d'entretenir les compétences de vos intervenants, qu'ils soient salariés ou non. Alors, vous le savez, s'ils sont salariés, vous devez, au titre de l'indicateur 22, entretenir leurs compétences. Ça ne passe pas uniquement par des actions de formation, parce que chaque année, on ne peut pas proposer à tous ces salariés d'aller se former, ça a un coût. Donc, la veille, c'est un excellent moyen de démontrer que oui, on entretient les compétences de nos intervenants, encore une fois, qu'ils soient formateurs, dans l'équipe administrative, dans l'équipe commerciale, etc. Il y a forcément des choses à leur proposer et qui vont leur permettre de se maintenir, de maintenir leur niveau de connaissance et de compétences. Donc oui, tracer cette veille, c'est aussi répondre à cet indicateur-là. C'est aussi répondre à l'indicateur 27 pour une partie, puisque l'indicateur 27 sur la sous-traitance vous demande de vérifier que vos sous-traitants répondent aux exigences de Calliope. Donc, OK, vous les avez informés sur ce qu'est Calliope. Ils ont peut-être reçu de votre part, en tout cas, je vous y engage, le guide de lecture dans sa nouvelle version, dans sa dernière version. Mais si vous leur diffusez la veille que vous faites, ben là, vous êtes à peu près sûr, de la même manière, que leurs compétences sont entretenues. Alors, bien sûr, vous allez me dire, on n'est pas sûr qu'ils le lisent. Oui, mais c'est déjà un bon indicateur. Sur l'exploitation, on va s'attarder sur la façon dont vous pouvez montrer à votre auditeur donc cette fameuse traçabilité. Alors, là, j'ai pris l'exemple de l'outil dont nous servons. Chez Veille Formation, qui est au-delà de notre compte LinkedIn, on a une plateforme de veille donc, qui est payante et on n'est pas là pour parler de ça ce matin et faire de la pub pour mon outil. En revanche, j'ai tenu à vous faire une capture d'écran du plan d'action qui est intégré à notre outil pour vous montrer, pour vous donner un exemple de comment vous pouvez tracer les choses au sein de votre organisme. L'idée, c'est que le jour de l'audit, vous puissiez montrer donc que vous avez tracé le contenu, à savoir son titre, sa source avec le lien vers cette source, en tout cas vers l'article en question ou vers le contenu en question, la date de ce contenu, à quelle catégorie de veille il est associé et quelle action vous allez mener, puisque l'exploitation, c'est vraiment ça. Quelle action je mène, à quelle date je prévois de la mener si elle est en cours ou à quelle date je l'ai menée si elle est réalisée. Et si possible, selon l'action, je vais y associer un fichier de preuve. Parce qu'évidemment, mon auditeur ne va pas se contenter de ma parole. Si je lui ai dit que grâce à ce contenu, par exemple, j'avais modifié mon support de cours, je vais lui montrer que dans le support de cours en question, j'ai bien intégré cette information-là. Donc, je vais présenter mon support à l'endroit où j'ai modifié, où j'ai intégré l'information que j'ai collectée. Et là, on a une traçabilité de A à Z. Donc, c'est un petit peu, effectivement, contraignant, mais si on le fait de façon régulière, si à chaque fois qu'on trouve un contenu intéressant à exploiter, on le met dans notre tableau. Je parle de tableau, mais encore une fois, hein, ça peut être un Word, ça peut être un Padlet, c'est vous qui choisissez, pourvu que cette méthodologie, elle soit déployée de façon systématique. Hein. Donc, vous allez d'une part conserver les contenus et les tracer. Tous ne seront pas à exploiter puisqu'il y en a que vous pourriez conserver pour un projet à venir. Donc là, on va peut-être les mettre à part, par exemple dans un drive ou quelque part où on a collecté les contenus. Et on a notre tableau d'exploitation ou notre support d'exploitation pour dire à notre auditeur, ben voilà, pendant la période qui vient de s'écouler, entre mon dernier audit et mon audit d'aujourd'hui, voilà tout ce que nous avons collecté qui nous a permis de mener telle ou telle action. Alors, j'espère que là, déjà, c'est un petit peu plus clair pour vous. Je vais regarder justement les questions par rapport à ça.
Alors, quid des éléments de veille pour lesquels il n'y a pas d'action menée? Donc oui, c'est ce que je viens de dire, hein, Véronique. Ceux-là, vous pouvez bien sûr, et je vous engage à le faire, à les conserver parce que bien évidemment que si j'ai un projet de formation à distance, qu'aujourd'hui je n'en fais pas, je vais avoir besoin de collecter des choses. C'est pas aujourd'hui, c'est pas le bon moment pour moi. Je le garde dans un dossier, mais au moins, je sais où le retrouver. Ça, c'est pas grave, ça fait partie de votre veille. Mais le jour de l'audit, on va vous demander d'avoir plus que ça. Ce sera OK de montrer à votre auditeur que vous avez aussi collecté ces contenus-là, mais pour répondre parfaitement à l'indicateur, il faudra avoir des contenus que vous avez exploités. Est-ce que c'est plus clair pour vous? N'hésitez pas à me répondre si ça ne l'est pas. Étienne me demande comment est venue l'idée de cet outil, du PADEX. Tout simplement parce que quand j'ai accompagné des personnes ou quand j'ai réalisé des audits, je voyais que cette partie d'exploitation, justement, elle était très complexe à comprendre et elle était mal réalisée. Donc, quand on a construit avec d'autres experts Veille Formation, on l'a fait dans ce cheminement-là. C'est-à-dire que notre outil vous propose toute la veille, vous collectez, vous sélectionnez dans cette veille les contenus que vous souhaitez conserver. Et ensuite, parmi ces contenus que vous souhaitez conserver, vous choisissez dans votre plan d'action, dans votre PADEX, ceux que vous souhaitez exploiter. Donc, on a bien, chez nous, 3 phases comme ça, avec bien sûr tout un tas de filtres qui vous permettent d'aller très, très vite. Mais l'idée, ça reste ce cheminement. J'ai toute ma veille, je choisis celle qui m'intéresse, que je souhaite conserver. Et parmi celles-ci, je choisis celle que je souhaite exploiter. Voilà. Alors ensuite, j'ai oublié les sources pour l'indicateur 26. Alors, les sources pour l'indicateur 26, je les mettrai en note. Merci Audrey de votre vigilance. Majoritairement, les sources pour l'indicateur 26, c'est effectivement les centres ressources formation handicap de chaque région. Et encore une fois, chez nous, il est bien développé. Mais il y en a plein d'autres. Vous retrouverez notamment des vidéos très intéressantes qui ont été réalisées par Sciences Po Paris, que vous trouverez sur YouTube, qui présentent justement différentes typologies de handicap et comment justement on peut avoir des actions de compensation. Mais j'en mettrai d'autres dans les notes, ne vous inquiétez pas. Ensuite, pouvez-vous nous écrire? Oui, ça c'est bon. Donc, est-ce que j'ai oublié autre chose? Je ne crois pas. Non, on a fait le tour des questions pour l'instant. OK. OK. Il y a pas mal de choses dans le chat, Stéphane. Oui. Oui, alors c'est plutôt des échanges entre participants qui s'échangent des informations sur les outils qu'ils utilisent. Donc voilà, il y a InnoReader, il y a FormAlert, donc ça a été évoqué. Voilà, mais justement, moi j'en ai un peu fini sur mon exposé et j'aime bien les échanges, donc n'hésitez pas à poser d'autres questions si je n'ai pas répondu à tout. Je voudrais simplement vous dire en conclusion que finalement, si on résume tout ça, pour effectuer une veille efficace, mon conseil c'est d'être ni dans le trop, ni dans le trop peu. Vraiment, posez-vous la question de ce qui est utile pour vous, parce que l'infobésité, c'est un petit peu le mal de notre époque. On est assailli par tout un tas d'informations, mais on ne sait plus finalement comment la digérer et comment la traiter. Donc, ça n'est pas constructif et ça n'est pas du tout productif d'en avoir trop. Maintenant, si votre organisation doit faire face à des enjeux complexes, alors, ce que je vous conseille, c'est de nommer au sein de vos équipes différents référents veille, qui seront à même de sélectionner, parce que aussi c'est leur sujet de prédilection, les infos nécessaires, de les transmettre en interne. Encore une fois, ce partage, il est important pour vous trouver des idées d'exploitation et d'amélioration. La veille, elle ne se fait pas dans son coin. Et après, quant aux outils, il faut trouver ceux qui vous conviennent, ceux qui vont vous permettre d'optimiser, de gagner du temps, parce que c'est cette donnée temps qui est essentielle. Donc, le meilleur outil, ce sera toujours celui qui vous permet de réaliser une veille de qualité et de l'exploiter en un minimum de temps pour ne pas épuiser vos équipes et tirer le meilleur parti de votre veille.
Voilà. Donc, des outils, il y en a quelques-uns. Finalement, il n'y en a pas tant que ça. Vous en ferez vite le tour si vous faites une recherche. Les outils de curation, oui, sur la slide, j'en ai cité, je pense, la majorité. Voilà. Mais en tout cas, des plateformes de veille, il n'y en a pas beaucoup. Est-ce que vous avez d'autres questions, messieurs, dames? Il y avait une petite question dans le chat qui parlait spécifiquement d'une demande sur est-ce qu'un livre publié peut être considéré comme une source? Un livre publié peut tout à fait être considéré comme une source et notamment en veille métier, tout à fait. Donc là, vous montrerez simplement à votre auditeur le livre en soi, vous pouvez le montrer le jour de l'audit et quels ont été les passages qui vous ont permis de mener une exploitation. Mais bien sûr, finalement, il n'y a pas de limitation sur les supports. Toutes les sources peuvent être bonnes à prendre pourvu qu'elles vous soient utiles. Une autre petite demande de précision, c'est est-ce que, à votre connaissance, il y a un lieu, une veille consolidée propre au bilan de compétences qui reprendrait les 4 catégories de veille? Alors, pour le bilan de compétences, la thématique est un peu complexe, c'est vrai, parce que vous devez faire une veille suffisamment large pour vos bénéficiaires et en plus mettre à disposition de ces bénéficiaires, au titre de l'indicateur 19, des ressources qui vont leur permettre effectivement de mener leur travail de réflexion et de recherche métier. Donc, par exemple, je vais donner cet exemple et je vous mettrai le lien. Nous avons réalisé pour ce faire un Padlet. L'outil Padlet, je ne sais pas si tout le monde le connaît, mais c'est un outil qui permet de faire en colonne, d'agréger finalement des liens vers différents supports et de les mettre par colonne thématique. Et c'est assez pratique et c'est gratuit, en tout cas jusqu'à un certain nombre de Padlets. Chez Veille Formation, on aime bien cet outil parce que ça nous permet d'avoir une vision très transverse de certains sujets, typiquement le bilan de compétences. Et on a fait un Padlet qui vous permet d'avoir des informations très, très, très diverses et variées sur un petit peu justement tout. La partie légale et réglementaire, les outils à proposer dans le cadre du bilan à ses bénéficiaires, des outils sur les recherches d'emploi, etc., sur l'orientation, sur effectivement les innovations pédagogiques qu'on peut leur proposer, enfin technologiques surtout, puisqu'il y a aujourd'hui de nombreux sites qui permettent pour l'orientation d'expérimenter, soit en réalité virtuelle, soit en vidéo, des métiers. Donc, je le mettrai en note. Mais après, à ma connaissance, est-ce qu'il y a des sources comme ça? Je ne crois pas. Mais je ne connais pas non plus à 360 l'environnement de la formation. Même si on mène une veille au quotidien sur plus de 400 sources, on se rend compte du niveau abyssal de possibilités. Voilà. Maintenant, si on la trouve, cette source miracle, on vous la fera passer avec grand plaisir. Et n'hésitez pas de toute façon à vous abonner à notre LinkedIn parce que dès qu'on trouve des sources comme ça, on le partage. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, moi j'ai une question. Oui. Il y a un des critères dans le cadre de Canopy qui est centré sur l'offre de formation et il est exprimé le fait que l'offre de formation doit être au plus près des besoins de son territoire. On a un certain nombre d'informations qui émanent des travaux de l'OREF. Oui. Alors, première question, est-ce que finalement les travaux de l'OREF ont une granularité suffisante et est-ce que l'OREF a une vision vraiment proche du territoire? Et d'autre part, quelles pourraient être Vous avez évoqué la dimension de partenariat. Alors, la dimension de partenariat est extrêmement importante. Il faut qu'on travaille sur des partenariats efficients. Donc, je crois qu'il y a un travail de veille aussi à mener sur la qualité ou en tout cas les engagements des partenaires sur les territoires. Et d'autre part, quand on a besoin de données socio-économiques, outre les travaux de l'OREF qui sont extrêmement pertinents, où est-ce qu'on peut aller finalement puiser de l'information pour être finalement au plus près des besoins de son territoire? Oui, eh bien, j'en parlais tout à l'heure. Les travaux des branches sont aussi très importants. Alors, toutes les branches n'ont pas des dimensions, enfin des travaux à portée régionale. Souvent, c'est du national.
Donc, en cela, les travaux de l'OREF régional sont à prioriser après. Il y a aussi des outils aujourd'hui qui ont été développés par Pôle emploi et qu'on ne connaît pas forcément et qui vont vous permettre sur un territoire d'aller voir toutes ces données-là. Alors, je mettrai le lien aussi de cet outil qui, vraiment par bassin d'emploi, va vous donner des données sur les recherches d'emploi qui sont faites, sur les entreprises qui sont en demande, etc., de façon très, 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 très détaillée. Donc ça, c'est un super outil, par exemple, pour bien connaître son marché. Après, par rapport à votre question, oui, les partenariats ils sont essentiels. Être en prise avec sa région, son département, voire son bassin d'emploi, parce que finalement, c'est un phénomène d'entonnoir, c'est très important et c'est encore plus important si, par exemple, on est un CFA. C'est d'ailleurs, ça fait partie des missions des CFA de favoriser, enfin d'être en partenariat avec des partenaires, pardon pour cette redondance, mais qui vont permettre cette intégration des apprenants sur le territoire, parce qu'on fait de la formation professionnelle au bout du bout. Quel est l'enjeu? Effectivement, de proposer une offre de formation qui permette à ces personnes soit de trouver un emploi, soit d'avoir des compétences valorisables au sein de leur emploi, mais ça reste à dimension professionnelle. Donc, c'est pour cela que cette veille métier, elle doit être corrélée effectivement avec son environnement de façon précise et pas uniquement de façon méta, comme on peut le voir la plupart du temps. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question, Pascal, mais… Oui, je vais avoir une autre question, mais il y a une question qui est posée par une structure qui est présente. Est-ce que des acteurs comme alors je sais qu'il n'y a pas une représentation forcément sur tous les territoires, mais des acteurs comme les comités de bassin d'emploi, oui. Est-ce qu'il y a aussi à avoir ou à penser une veille différenciée selon notre situation géographique? Moi, je pense, peut-être à tort, qu'il y a certainement une différence importante entre des territoires urbains et des territoires enclavés. Je prendrai pour exemple le département de la Creuse, qui est un département extrêmement rural. Est-ce que la veille peut être finalement un petit peu différente en fonction de ces territoires où il y a parfois absence d'organismes de formation et il faut avoir des engagements qui vont être différents? Et oui, et donc comment peut-on le voir de façon très positive si effectivement ces territoires ne sont pas adressés par des organismes de formation? Est-ce que le fait de le savoir n'est pas une opportunité de s'y implanter? Voilà, la veille, elle sert aussi à ça. Elle ne sert pas uniquement à répondre à ses obligations, elle sert aussi à se dire, OK, où est-ce que je pourrais me développer? Quelle offre n'est pas adressée sur mon territoire que je pourrais mettre en œuvre? Donc, pour cela, veiller aussi les appels d'offres, c'est intéressant parce qu'on voit quelles sont effectivement les actions qui sont recherchées sur notre territoire. Et donc, comme on est censé toujours adapter notre offre à notre marché, c'est un super indicateur. Et oui, bien sûr que les offres de formation urbaines et celles qui sont effectivement plus éloignées de cet urbain ne vont pas être les mêmes, déjà parce que les publics ne sont pas les mêmes. C'est tout bête, hein, mais je le vois régulièrement en audit. Quand on vous demande de faire un questionnaire de positionnement en amont de la formation, pour ceux qui sont dans des thématiques finalement assez urbaines, entre guillemets, du management ou des choses qui vont nécessiter que le bénéficiaire vienne avec son ordinateur ou en tout cas soit dans une entreprise comme ça assez numérisée, c'est facile d'adresser ce questionnaire en amont. Pour ceux qui travaillent sur du VT, par exemple, ou de l'agriculture, le public en soi n'a pas d'adresse mail, ne va pas venir avec son ordinateur. Donc oui, ça va nécessiter, là aussi, de s'adapter et de dire, OK, ce questionnaire, je ne vais peut-être pas l'adresser avant la formation, je vais leur faire soit compléter le jour J, soit je vais faire un tour de table
mais je vais noter les réponses parce que c'est pas un problème de faire un tour de table pour interroger ce positionnement. Ce qui pose problème, c'est encore une fois la traçabilité. Dans Calliope, si vous n'avez pas de trace écrite, c'est qu'il vous manque quelque chose. Donc là, voilà, effectivement, tous ces publics-là, on va les adresser différemment. Et c'est aussi ce qui est intelligent dans Calliope, c'est vous devez interroger les besoins et les attentes des donneurs d'ordre et des bénéficiaires. Vos bénéficiaires, ils sont différents selon là où vous vous trouvez, selon vos thématiques, selon voilà, tout plein de choses qui peuvent intervenir sur leur profil. Et donc, on vous demande de vous adapter. Mais finalement, ce n'est que de la logique. Si on veut être bon dans ce qu'on fait, on va devoir répondre aux besoins de la personne que l'on vient former. Voilà. On a une question un peu plus très précise sur l'indicateur 24 d'une structure qui demande, qui nous dit que son auditrice lui a fait comprendre qu'il s'agit des évolutions dans les secteurs de nos clients, mais ils sont actifs dans plein de secteurs d'activité différents. Et quel conseil pour ne pas se faire déborder? Eh bien, effectivement, votre auditrice a raison. Si vous intervenez sur plein de secteurs différents, il va falloir effectivement adresser ces secteurs-là. Donc, quel conseil? Eh bien, on revient sur les mots-clés que vous devez définir. Donc, vraiment serrer les mots-clés par thématique. Pas 15 mots-clés. Ce qu'on va vous demander, c'est d'être sûr que les formations que vous proposez, elles sont toujours d'actualité finalement. Donc, je vais faire en sorte d'avoir peut-être 3 mots-clés, 5 maxi par thématique. Peut-être de nommer, c'est ce que je disais, si vous avez une équipe, des référents par thématique, et ils vont regarder les évolutions de cette thématique-là. Pour certaines, il n'y en aura pas beaucoup. Pour d'autres, s'il y a effectivement un environnement réglementaire assez fort autour de ça, il va y en avoir souvent. Et dans ce cas-là, il faudra faire évoluer vos supports, et ce sera ça l'exploitation. L'auditrice, elle ne va pas vous demander, en revanche, d'avoir une exploitation par thématique si ce n'est pas nécessaire. Mais si elle-même a fait son travail de veille, elle saura peut-être vous dire, bah tiens, sur cette thématique, il y a ça qui est sorti, je vois qu'il n'y avait pas d'exploitation par rapport à ça, ça veut dire que, bah, montrez-moi votre support, est-ce qu'il est toujours en corrélation avec la norme ou avec l'actualité réglementaire? Parce que c'est à ça que ça sert. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question, mais l'idée, c'est effectivement de faire une veille régulière sur des mots-clés bien identifiés et de faire évoluer votre offre ou vos supports en fonction des réponses apportées par les contenus. Voilà. Est-ce qu'il y a une nouvelle question? Je vois qu'on parle de la grande bibliothèque pour France Compétences. En effet, c'est une très bonne ressource quand on fait de la veille sur les certifications professionnelles. Et oui, voilà, les données de l'emploi en France par région, c'est tout à fait ça, c'est Data Emploi, c'est bien ce site-là dont je parlais tout à l'heure et dont j'allais mettre la référence, Data Emploi de Pôle Emploi. Pôle Emploi a fait un vrai effort numérique pour proposer un tas d'outils aujourd'hui. Je pense qu'ils sont assez méconnus parce que là où ça pêche, c'est effectivement leur communication autour de leurs nouveaux outils. Mais je vous engage à aller vous intéresser à ces outils parce que pour tous ceux qui font de l'orientation, donc dans un CFA, on fait de l'orientation, hein, dans le bilan de compétences, on fait de l'orientation, il y a des tas d'outils aujourd'hui très précieux et à connaître par votre organisme. Je me permets de préciser aussi que l'Observatoire régional emploi-formation de Cap Métier met à disposition aussi un certain nombre d'outils de veille. Tout à fait. Territorialisés qui vous permettent même d'affiner jusqu'à la commune. Oui. On vous mettra aussi ces références-là dans le document qu'on va produire, que vous pourrez disposer sur nos sites. Ah, mais Cap Métier, encore une fois, fait un travail formidable. Donc, il ne faut vraiment pas hésiter à s'abonner à toutes les newsletters de Cap Métier parce que c'est très précis. C'est extrêmement riche. Oui. Moi, j'ai encore une question. Oui. Je trouve que les pistes que vous proposez sont extrêmement intéressantes. Moi, je me réfère à la globalité de la certification Calliope. Et quels sont les impacts d'une veille bien organisée sur les pratiques des équipes pédagogiques,
Ça, c'est la première question. Et quels sont les enjeux d'une animation? Il y a un critère qui porte sur l'évolution des compétences. Vous l'avez évoqué tout à l'heure. Donc, il y a des gens, ceux qui sont extrêmement forts. C'est-à-dire qu'on pourrait être extrêmement, on va dire, déclaratif et laconique en répondant aux exigences du certificateur. Pour autant, il y a des enjeux extrêmement forts quant à l'animation des équipes. Comment les équipes, parce que vous êtes aussi auditrice et accompagnatrice qualité, comment les équipes s'emparent de cette fonction de veille? On s'aperçoit que ce qui précédait Calliope, c'était la Datadog, pardonnez-moi. Il y a un certain nombre de rigueurs qui sont imposées où certains formateurs abordent les choses avec beaucoup de résistance. C'est-à-dire qu'il y a une dimension culturelle qu'il faut aussi aborder. Au-delà, finalement, de tout cet inventaire qui est extrêmement pertinent. Et puis, Stéphane Le Four le rappelait, on fera aussi un travail de communication après l'intervention d'Alexa Rousseau. Mais il y a aussi un enjeu extrêmement fort sur, finalement, les mutations et transformations des métiers et le fait qu'on doit absorber, d'un point de vue culturel, cette dimension de veille, notamment la relation qu'on doit avoir avec son territoire. Et derrière, c'est les enjeux aussi des nouveaux marchés. Donc, culturellement, est-ce que c'est facile? Comment on aborde ces notions d'animation, on va dire, en interne? Et puis, quelque chose qui me paraît important, c'est la veille doit certainement aussi être beaucoup plus exigeante en termes d'organisation fonctionnelle et organisationnelle des partenariats sur les territoires. Alors, ça fait beaucoup de questions dans la même question. Désolé. Alors, bien évidemment que le propre d'une veille réussie, c'est ce partage et cette appropriation par les équipes du résultat de cette veille. Donc, ce qui vient en premier à l'esprit, c'est sur la partie pédagogique. Évidemment qu'on ne va pas se priver d'aller communiquer nos trouvailles à notre équipe pédagogique. Elle en a besoin pour se nourrir, pour avoir de nouvelles idées, pour améliorer sa façon de former, pour enrichir ses contenus, etc. Donc ça, c'est la veille métier. Mais voilà, le fait de diffuser cette veille et de, bien sûr, c'est pas juste je diffuse et je m'en préoccupe pas, c'est faire comprendre, comme on vient de le faire ensemble ce matin, à mes équipes en quoi ça va leur permettre finalement, au bout du bout, cette lecture, de gagner du temps, de gagner en compétences, de gagner en pertinence. Il y a toujours un travail d'évangélisation sur les choses qui sont nouvelles. Voilà, mais l'idée, c'est d'être meilleur au quotidien. Et cette veille, elle permet vraiment ça. Alors, je ne vous le dis pas en l'air, la veille, j'en fais tous les jours avec mes équipes. C'est un choix que j'ai fait parce qu'effectivement, je voyais qu'il y avait un manque autour de ça, mais pas uniquement. Moi, je suis quelqu'un de très curieux et cette veille-là, elle me nourrit. Je suis ravie de faire ce travail au quotidien parce que ça m'ouvre tout un tas de perspectives et ça me donne plein d'idées. Parce que moi aussi, j'ai un organisme de formation et que je le fais pour Calliope, mais pas que. En tant que chef d'entreprise, j'ai plusieurs structures. Voilà, tout ce que j'apprends là, c'est vraiment ça, c'est vraiment de l'apprentissage. Ça me tient en question, en éveil et en réflexion. Donc oui, c'est absolument nécessaire de partager cette veille, d'enrichir vos équipes à travers cette veille. Et c'était quoi le reste de votre question, Pascal, sur la partie territoriale? Fonctionnel et organisationnel sur les territoires. Mais là aussi, ça va vous permettre de créer des opportunités. Si on voit qu'il y a tel manque, telle chose qui font défaut, on va pouvoir aller vers ces partenaires présents ou potentiels et leur dire, voilà, telle chose vous manque, telle chose vous fait défaut, moi je peux vous le proposer, j'ai tel projet. Et ce n'est pas uniquement de la formation d'ailleurs, ça peut être des projets au titre de l'insertion par exemple, ou à l'inverse, faire intervenir ces partenaires pour vous. Voilà, mais ça ne peut se faire qu'effectivement si vous êtes en prise avec votre territoire. Et je vois qu'il y a eu d'autres questions, peut-être. Oui, il y a une petite question qu'on a déjà vu passer d'ailleurs dans le passé, enfin depuis qu'on travaille sur la certification Calliope, c'est comment exiger, et le faut-il, des sous-traitants les éléments de preuve de leur propre veille. Alors, ce que demande Calliope, c'est d'exiger de vos sous-traitants qu'ils soient en parfaite adéquation avec le référentiel, quand bien même ils ne sont pas eux-mêmes certifiés Calliope. Donc,
Si vous faites de la veille et que vous leur adressez, eh bien, ça va tenir lieu de preuve de réalisation de la veille, finalement, puisque vous la faites et vous la diffusez à vos sous-traitants. Si vous ne faites pas cela, ce que vous pouvez faire, c'est par exemple, à l'occasion du questionnaire annuel que vous devez adresser à vos équipes pédagogiques, en profiter pour leur poser des questions sur l'entretien de leurs compétences. Comment entretiennent-ils leurs compétences? Est-ce qu'ils ont effectivement suivi des actions de formation ou assisté à des webinaires ou assisté à des conférences? Et donc, dans ce cas-là, demandez-leur la preuve de tout cela. Est-ce qu'ils réalisent une veille? Et si oui, par quels moyens? Je sais que ce n'est pas évident de demander trop de choses aux sous-traitants, que parfois ils se font beaucoup tirer l'oreille sur la réponse. Mais ce qu'on vous demande, c'est d'avoir des sous-traitants qui jouent le jeu. Et donc, faites-leur comprendre que votre certification est quand même en jeu et que grâce à elle, ils ont du travail, puisque eux n'ont pas fait le choix d'aller vers Calliope. C'est vous qui le portez, donc c'est du gagnant-gagnant si effectivement ils répondent à ce que vous leur demandez. Voilà. Donc, collecter toute leur veille, peut-être pas, mais en tout cas, demandez-leur comment ils la réalisent et de vous donner peut-être 2-3 exemples de ce qu'ils en ont fait, de comment ils l'ont exploité. Ça ne va pas être difficile si effectivement ils s'en sont servis pour mettre à jour leur support, par exemple. Et si le sous-traitant a la certification Calliope? Alors, c'est un très bon indice du fait qu'il réponde aux exigences de Calliope, donc collectez son certificat et vous pourrez le montrer à votre auditeur. Maintenant, qui peut le plus, peut le moins. Les questions qu'on vient d'évoquer dans le questionnaire, posez-les quand même. Posez-les quand même. Si vous voulez diffuser la veille à ces sous-traitants-là, c'est pareil, c'est un cercle vertueux. Tout le monde en bénéficie. Si vos sous-traitants bénéficient de votre veille, vous vous assurez finalement que la qualité de vos formations, de celles que vous sous-traitez, est toujours la bonne. Donc, il ne faut pas hésiter à être généreux sur cette diffusion de veille. Et si le sous-traitant n'est pas certifié Calliope? Oui, donc c'est ce que je disais. Si le sous-traitant n'est pas certifié Calliope, ça vous demande un peu plus de vigilance. Alors, je vais compléter mon propos. Oui. On a un certain nombre de consultants et formateurs indépendants. Oui. Leur activité n'est pas du tout liée à des financements publics ou paritaires. Ce sont des gens qui sont extrêmement qualifiés dans leur domaine de compétences. Est-ce que c'est quelque chose qui pourrait être un point de friction ou pas? Dans la mesure où on a un regard très contraignant sur Calliope, c'est toujours un point de friction. Pour l'organisme qui détient la certification ou qui doit la maintenir, j'ai rarement été accueillie en audit avec un grand sourire ou d'une personne un grand sourire. Moi, je suis quelqu'un d'agréable, donc je souris et je détends l'atmosphère. Mais il n'en reste pas moins que j'entends le plus souvent ah là là, si vous saviez la charge administrative que ça a occurré Calliope. Oui, j'en ai bien conscience, mais là où je m'interroge, c'est sur la chose suivante. Finalement, Calliope n'est pas décorrélé de ce que demande la législation de la formation professionnelle. Les contraintes ajoutées par Calliope ne sont pas nombreuses par rapport à celles qui étaient légitimement demandées par l'environnement légal de la formation. Ce qu'on va vous demander en plus, c'est effectivement la partie recueil des besoins et des attentes et du positionnement qui était moins affirmé, et le suivi de la veille et le handicap. Ça, effectivement, jusque-là, je suis d'accord avec vous, ça n'était pas affirmé autant dans le cadre de Datadog, par exemple. Et qu'on me dise que Datadog était une liste d'indicateurs à l'après-vert, je suis tout à fait d'accord. Il n'y avait pas de corrélation évidente entre les différents indicateurs, mais Calliope et encore une fois, a une philosophie très différente. C'est vraiment une boucle. Et ça vous permet de réinterroger vos pratiques. Et c'est comme ça qu'il faut le voir. Même, on en reparlera d'ailleurs, je vais mettre la date de notre prochain webinaire. Quand vous allez préparer votre audit de renouvellement, je vous engage, et on en reparlera ce jour-là, à réinterroger vos pratiques. Là aussi, c'est ni trop ni trop peu. Dans Calliope, on vous demande certaines choses.
Le but, c'est pas d'avoir 15 documents différents. Vous pouvez tout à fait être malin et pour plusieurs indicateurs, avoir un même document qui va justifier des choses. Le but, c'est quoi? J'ai bien compris le besoin de mon donneur d'ordre, le besoin de mes bénéficiaires. J'ai un contenu qui correspond à ce besoin. Je dispense ma formation. Je n'oublie pas d'évaluer les personnes parce que ça, c'est pas Calliope qui l'impose. Si demain, vous aviez un contrôle, vous n'êtes pas Calliope, mais vous avez un contrôle de la DREETS, elle va vous demander vos preuves d'évaluation. Parce que ça fait partie du droit de la formation. Donc, évaluer ces bénéficiaires, savoir s'ils ont bien compris ce que vous leur dites, c'est essentiel. Ensuite, on va vous demander effectivement de les garder mobilisés. Bon, ça, c'est mieux quand même si vous voulez revendre des formations par la suite. C'est mieux d'avoir des personnes qui sont contentes de ce que vous leur proposez et qui en témoignent par leur présence. D'avoir un environnement adapté, des ressources adaptées, des personnes adaptées. Là encore, ça fait partie de la qualité de ce que vous proposez. Des sous-traitants en face de bonne qualité, très bien. Et comment savoir si tout ça c'est OK? Par l'indicateur, le critère 7 qui boucle la boucle et les indicateurs qui vous demandent d'interroger vos parties prenantes. Vous voyez, il y a une vraie logique par rapport à ça. Donc oui, ça peut paraître contraignant, mais c'est vraiment la clé et le sésame de la qualité de votre organisme. Et j'espère en avoir convaincu certains, avoir changé le regard de certaines personnes, ne serait-ce que d'une personne ce matin là-dessus, parce que si vous le voyez comme ça, je vous assure que ce sera beaucoup moins contraignant chaque jour. Donc, un sous-traitant, lui, il est plus éloigné effectivement de ça. Il n'a pas forcément en tête ce que demande Calliope. Eh bien, peut-être que ce que vous pouvez faire pour ces personnes-là, c'est une fois par an, leur faire un petit point sur ce qu'on vient de se dire et sur comment ils peuvent vous aider dans cette démarche-là, plutôt que de leur dire tu dois faire ci, tu dois faire ça. Comment vous pouvez nous aider à maintenir notre certification et pourquoi c'est important? Je sais que je parle un peu comme un livre et que parfois on pourrait croire que je suis dans le monde des bisounours, mais pour avoir managé des personnes pendant plus de 20 ans, je crois que leur faire comprendre en quoi c'est utile, quel est le sens de tout ça, ça a quand même beaucoup plus de pertinence que de le voir comme une obligation. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? Non? Oui? Non, il n'y a pas de nouvelles questions pour l'instant. On va laisser Yves mettre un lien dans notre conversation pour que vous puissiez nous faire part de votre sentiment quant à cette rencontre. Donc, ça vous prend 2 minutes ou 3 minutes. Donc, merci de répondre à ce qu'on pourrait appeler un questionnaire d'évaluation. Moi, je tenais à vous remercier d'être aussi nombreux et aussi présents. Merci à Alexa. Je lui dis probablement à bientôt, donc le 27 juin 2024. On espère que vous serez là, tous. Alors oui, pour la petite info, c'est que c'est mon dernier webinaire. Je suis à la retraite très prochainement, donc je trouve que c'est un succès pour une dernière. Mille merci à vous tous et merci à Yves et merci aussi à Stéphane d'avoir été présent, soutenu dans cette rencontre et surtout un grand merci à Alexa. Avec grand plaisir. Merci à vous et Pascal, et je sais que quand bien même vous allez être à la retraite, vous ne serez pas loin. Parce que quand on est passionné, on le reste. Je serai toujours présent. Pour finir, il y a une petite question, enfin une petite remarque que je vous livrerai bien. Madame Blondel qui nous dit « Je suis intimement convaincu de la nécessité de la veille, mais comment en convaincre ma direction ?» Je crois qu'on pourrait un organisme de formation au sein d'une entreprise d'insertion. Je crois qu'on pourrait faire tout un webinaire sur le sujet. Je compatis, madame. Je sais que c'est pas simple de faire comprendre cet enjeu à la direction qui pourtant devrait être la première concernée. C'est un petit peu comme en ISO 9001 ou en ISO tout court. L'investissement, l'engagement de la direction, c'est le premier critère et ça devrait l'être pour Calliope aussi. Donc, je n'ai pas la méthode miracle. Si vous voulez
leur donner mon contact. On peut tout à fait envisager via LinkedIn, hein, je suis sur LinkedIn, hein, Alexa Rousseau, vous me trouverez, que je leur explique en quoi c'est essentiel, si vous voulez, mais il n'y a pas de méthode miracle. C'est leur faire comprendre tout bêtement que sans ça, ils naviguent à vue. Voilà. Ce n'est pas du Calliope, c'est encore une fois un acte de gestion de leur entreprise. Et donc, investir là-dessus, c'est faire gagner du temps aux équipes, les faire monter en compétences et s'assurer que son organisme reste le meilleur. Si je dois résumer, c'est ça. Donc, effectivement, quand on vous délègue tout ça de façon sans organisation et que vous devez y consacrer un temps infini sans avoir les bonnes ressources, je sais à quel point c'est difficile. Et voilà, j'aimerais vous dire en claquant des doigts, faites ça et ça va être possible, mais non, je n'ai pas d'autre réponse que celle que je viens de vous apporter.